Salut, c'est Alban Ivanov. Retrouvez-moi dans Click sur Canal+. Hello. J'ai peur de la mort, je le sais, je l'ai vu. Moi, j'ai découvert le théâtre d'improvisation et ça a donné un sens à ma vie. Je les ai revus. L'amour des proches est d'or, j'ai mouru 1000 fois. Le rire, c'est aller au-dessus de la tristesse. C'est on est triste, mais comme on en a marre de pleurer ou d'être énervé, on va rire de toute cette merde. Alban Ivanov, mesdames, messieurs. Ma carrière, là, c'est une remontada, tout simplement. Que ça marche ou que ça marche pas, je savais que de toute façon, je vais faire ça toute ma vie et il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir m'arrêter. Déter le mec. Hein. Bienvenue Alban. Merci Mouloud. Tu vas bien? Et toi? Je suis très content de te recevoir. Bah, moi aussi. Ouais, je suis même très ému de te recevoir. Ah, c'est beau. Ouais, je suis Ouais. content. Ouais. En plus, t'as mis un son de fou là, de Oxmo. Bah là. écoute, Ouah, la les vache. paroles sont un peu dark, mais Ouais, bah ouais. ouais, c'est un peu toi. Il y a un peu de ça. Hein? Il y a un peu de ça. Mi-figue, mi-raisin. C'est ça. Mi-rigolo, mi-dark. Ouais. T'es à l'affiche d'un film qui s'appelle Challenger. On regarde la bande-annonce. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Hein. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y'a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein. Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%. Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. Je fais le sparring. Le but, c'est que t'ailles mollo. Limite, tu mets pas de coups. Moi, c'est Lucas Sanchez. T'as tué, toi. Ça buzz de partout, laisse tomber, tout le monde veut savoir qui t'es. Ah, il m'a insulté, là. Joshua Camara, champion d'Europe en titre. J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez. L'autre là, il est en train de prendre ma place. C'est un amateur, ça existe pas, ça. Le virtuel, c'est pas la vraie vie, mon gars. J'ai pas tout compris. Je vais te tuer et en moins d'un round. Là, j'ai compris. Je vais me faire buter à cause de toi. T'es sérieux, toi? Des matchs comme ça, c'est des sommes à 6 chiffres. Quand même, hein. Premier jour d'entraînement. Camara, c'est un animal. À chaque coup de poing, c'est comme si tu tombais du 20e étage. T'es déjà tombé du 20e étage? Ah non, sinon je serais mort. Réponds pas. Je suis en train de galérer avec d'autres trompettes comme vous. Ne me rendez pas fou, maintenant. Poto, réveille-toi, tu vas mourir. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas. Ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain. C'est quoi ça? J'y t'en vénère, tu m'as Mais ça va pas bien ou quoi, là? Challenger, ça sort au cinéma et c'est le retour d'Alban Ivanov. Je parlais de l'œil du tigre. Est-ce que toi, tu l'as récupéré, l'œil du tigre? Ouais. Moi, j'ai vraiment vécu Rocky 3. Hein. Ouais. J'ai perdu l'œil du tigre, j'ai peur, tout ça. Mais voilà, faut reprendre des connexions avec soi-même et après, tu repars. L'histoire du film, c'est celle d'un mec qui va de petit combat en petit combat et un jour, le destin frappe à sa porte. Ouais. Il y a plein de choses qui résonnent avec ton histoire. Parce que toi, c'est un coup de destin, parce que s'il y a bien une personne, je vous le dis, qui n'était pas prévue au programme, c'est Alban Ivanov. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Après, je pense que mon plus gros point commun avec ce personnage-là, c'est la détermination, c'est le fait d'encaisser des coups et toujours se relever. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. J'ai du mal à accepter la défaite, donc je prends les coups, puis après, ouais, je me relève. J'ai envie d'y retourner. Petit, on t'appelait Rocky. Ouais. La boxe, tu l'as rencontré vers 14-15 ans. Ouais. T'étais qui comme ado à cette époque-là? Bah, moi, la chance que j'ai eue, j'ai toujours aimé rire vraiment depuis tout petit. Et la chance que j'ai eue, c'est à 12-13 ans, le fait de découvrir le théâtre d'improvisation. À partir de là, ma vie, elle a changé. J'ai mis des œillères et je voulais faire que ça, jouer sur scène. Il y a un film que moi j'ai envie de voir l'histoire d'Alban Ivanov. Je rigole pas. C'est le 8 Miles de l'humour français, ta vie. Pour de vrai. J'aime bien. C'est vrai. Tu nais le 10 septembre 84. Ouais. T'es un miraculé. À ta naissance, on t'avait prédit 3 heures d'espérance de vie. Ouais, c'est vrai. J'avais pas assez de sucre dans le sang. Ce qui est rigolo quand on me voit aujourd'hui. Mais ouais, c'est vrai. Le médecin, il avait dit ça à ma mère. Tes parents divorcent quand t'as 4 ans. Ouais. Tu dis que tu t'es pas rendu compte tout de suite.
Oui, oui, parce que à 4 ans, j'ai pas de souvenir de voir mes parents ensemble. Donc, et comme on peut pas comparer, pour moi, ça se passait comme ça chez tout le monde. Donc, c'est en grandissant que je comprends que mes parents sont divorcés. Et puis, moi, c'est pas un divorce qui se passe bien. C'est mes parents ne se parlent pas pendant 20 ans. Parce que toi, tu grandis à Versailles avec ta mère et tes 2 petits frères. Ouais. C'est pas le Versailles qu'on peut imaginer. Ouais, c'est le. Bah, nous, on appelait ça le peuple de la forêt. C'est les seules cités HLM de Versailles qui ont été construites sur les marécages du roi. Voilà, nous, on côtoyait les rats. À l'opposé du château de Versailles, à l'autre bout. Et à quelle occasion tu croisais ton papa? À quelle occasion je croisais mon papa? De temps en temps, il n'y avait pas. T'es censé avoir un jugement, donc un week-end sur 2 et une semaine pendant les vacances scolaires, mais je n'étais pas là-dedans. Ouais. Puis il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, donc c'était des lettres. J'allais au rendez-vous, il était là, mais j'ai toujours eu la peur qu'il soit pas là. Mais ça m'a suivi jusqu'à sa mort. C'est horrible, mais c'est la vérité. Des fois, j'avais rendez-vous avec lui avant qu'il meure. Pour moi, il était déjà mort plus d'une fois. Et sa vie, elle était très compliquée. Ouais, très compliqué, ouais. Très compliqué. Bah, la rue, la vraie rue. Il dormait là dans la rue. Il dormait dans la rue. Il dormait dans la rue. Dans les premiers souvenirs que j'ai, c'est dans un parc à Chili-Mazarin. Dans ce parc-là, il y avait une grande cage avec un singe au milieu. Et il dormait dans un... Comment on appelle ça, là, les petits trucs EDF, GDF désaffectés. Il était là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent des gens qui dorment dehors avec 3 lettres, SDF. Ouais. Comme s'ils n'avaient plus d'humanité. Ouais. C'était juste des lettres. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est là où, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui m'a construit parce que j'ai réussi à en faire une force. Mais moi, déjà, la banlieue, c'est difficile, la cité. Mais moi, j'avais cette carte en plus de... C'est la Hesse plus que j'ai vue avec mon père. Mais évidemment qu'au niveau de la société, les SDF, c'est comme s'ils n'existaient pas, quoi. Et moi, pour me construire, c'était très dur aussi. Parce que tu peux pas être... toute la société, tout le monde te dit que ton père est un moins que rien. Moi, je me souviens au collège, quand il fallait mettre la profession des parents, père, je mettais, fais ce qu'il peut. Parce que je savais pas quoi mettre. Qu'est-ce que tu voulais que je mette? L'école, c'était assez compliqué pour toi. Oui. Et ce qui est fou, c'est quand on connaît ton sens de la répartie, ta rapidité et ton intelligence, on se dit, mais comment est-ce que le système t'a pas capté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le souvenir d'un seul prof qui m'a capté et ça m'a marqué. Je le remercie encore, Monsieur Prével. Tu vois, je me souviens de son nom en histoire géo. Et un jour, il comprenait mon humour, il riait. Des fois, il me sortait de la classe parce qu'il était obligé, parce que je perturbais le cours, mais il me disait que quand même, en me sortant, il me trouvait drôle. Et un jour, il m'avait ramené des prospectus pour être géo au Club Med. C'est lui, il m'a dit, je pense vraiment qu'il faut que tu te diriges là-dedans. Un prof. Tous les autres, je pense que... Et après, je leur en veux pas, parce que c'est pas non plus tes parents, les professeurs. Donc, soit tu suis ce qu'ils te donnent, eux aussi, ils ont leur vie, ou soit, débrouille-toi. Mais moi, j'ai compris vite que la classe, c'est ma première salle de spectacle, en vrai. C'est juste que j'étais pas à la bonne place. Et puis, je marchais à l'affect. Donc, les cours où j'aimais bien les professeurs, j'étais attentif et ça me plaisait. C'est plus les professeurs qui me plaisaient que la matière, en vrai. Mmh. Et après, quand j'aimais pas, je suivais rien. Tu vois, j'ai un bon exemple. Monsieur Prével, j'avais 16 de moyenne avec lui en histoire géo. L'année d'après, j'ai changé de prof, j'avais 4 de moyenne. Ouais, ça dit beaucoup de toi. Ah ouais, c'est une psychologie. Est-ce qu'on t'a souvent envoyé l'exemple du père à la figure en disant tu vas finir comme ton père? Ah bah ouais, bien sûr. Ça, c'est le problème que j'ai eu. C'était ça. Après, avec du recul, je te dis, je peux comprendre parce que y a pas de résultats scolaires, tu fais le pitre. Je pense que c'est angoissant pour des parents de se dire qu'est-ce qui va devenir. Donc voilà, après, j'en veux pas, mais c'est vrai que c'est des mauvais réflexes de dire t'es un bon à rien, tu vas finir comme ton père. Toute ma vie, j'ai lutté contre ça. Toute ma vie. Et au-delà de faire une carrière professionnelle, c'est ça qui m'a nourri à chaque fois. Je ne voulais pas de toute ma vie que mon nom soit associé à de la merde. Et c'est pour ça que même après la dépression, le burn-out,
Enfin, je préfère dépression, parce que burn-out, ça fait trop américain pour moi. Mais le jour où j'ai mis mon nom à l'Olympia, ça m'a... Pour moi, le jeu, il était fini, en quelque sorte. Tu vois, j'étais pas dans une quête de carrière, de rien. Je me suis dit, là, j'ai mis le blaze haut et en rouge. Puisque t'en parles, on va y venir. Moi, j'ai le souvenir d'un moment où tout te souriait. Ouais. Le cinéma te souriait, la scène te souriait, tu faisais des tournées, tout était rempli. Et un jour, on me dit, Alban, ça va pas. Ouais. Il allait monter sur scène, il est tombé avant. Ouais. Bon, alors ça, c'était pour la fable de La Fontaine, où ça a dit malaise. Mais en vrai, je suis parti de scène. D'accord. C'était... je sais pas, il n'y a pas de bon moment pour ça, mais pour moi, c'était là. Donc j'ai essayé de jouer. En fait, c'est ça, j'arrivais plus à faire semblant. Parce que c'est comme dans tous les métiers. Il y a un truc de, tu vois, il faut laisser les problèmes au vestiaire. Et là, j'arrivais plus. Donc j'ai essayé de jouer pendant 20 minutes. Les gens ne voient pas, mais moi, je sais que je suis à côté de mes pompes. Et j'ai dit cette phrase-là, messieurs, dames, désolé, je me sens pas bien. Je suis sorti et je suis revenu plus tard. Parce que ce qu'on voit pas, c'est le rythme que tu avais. Ah ouais. Non, mais j'ai été dépassé par les événements. J'ai joué le malin, en vrai. Le premier à qui j'en veux, c'est à moi. Parce que ça fait écho avec ce que tu racontes sur ton enfance. C'est-à-dire que quand on te prive de tout et qu'on te le donne d'un coup, il y a un moment où tu sais pas t'arrêter. Exactement. T'es intelligent, Bouloudin. Toi aussi. Non, mais en vrai, t'as raison. C'est que, tu vois, c'est vraiment là. De toute façon, toujours, tout est lié à l'enfance. C'est que j'en faisais déjà énormément. Mais tu vois, par exemple, après le Covid, donc la question se pose de est-ce que je rattrape les dates que j'ai ratées pendant cette période-là ou on les annule et on passe à autre chose. Eh ben moi, dans ma tête, je me dis on va les rattraper. Donc ça fait 5-6 dates par semaine en tournée dans la France. Et parce que moi, dans ma tête, je me dis si je le fais pas, je suis un feignant. Ouais. J'ai de la chance. Je fais déjà un métier que j'aime, c'est de la rigolade. Vas-y, envoie les dates. Et là, par contre, je m'aperçois que je gère plus du tout ma vie. Là, à ce moment-là, à cause du métier, j'arrive plus à voir mon fils. Ma vie professionnelle, en fait, elle s'écroule. J'ai plus de repères, j'ai plus d'équilibre. C'est ce que je dis, c'est dans ces moments-là où je me suis senti le plus malheureux de ma vie. J'étais comme en cellule. Je comptais les dates sur un mur. Tu vois, là, je suis à la 4e de la semaine. OK, il m'en reste 3. Mais j'arrivais plus à me ressourcer, j'arrivais plus à me reposer. Et c'est là où j'ai compris que j'étais pas une machine. En fait, j'ai joué le malin. J'ai cru que j'étais un robot, t'inquiète, Sangoku, super guerrier. Ah bah d'accord. Ouais. Ah bah d'accord. C'est quoi la première chose qui se passe après la sortie de scène? Tu rentres chez toi? Ouais, je rentre chez moi avec mon coproducteur Christophe Laco. On décide, il devait me rester 6 dates et on coupe tout. Je coupe tout pendant 4 mois. Et je fais vraiment un point. Je fais le moine Shaolin à ce moment-là. En vrai, hein, je cherche des nouveaux. Je rééquilibre ma vie. Je me remets des nouveaux objectifs. Et je pars vraiment en version 2.0. Quand ton métier, c'est de rire et qu'il y a le succès, les gens rient avec toi. Ouais. Mais quand tu pleures, avec qui tu pleures? Waouh. Aujourd'hui, ma femme, mais en vrai, tu pleures seul. C'est ça le. C'est vrai que tu pleures seul, hein, mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est là où je pense aussi que j'ai appris à m'apprivoiser. En vrai, c'est dans ces moments-là où tu te dis je vais devenir mon meilleur ami. J'ai été mon pire ennemi, je vais devenir mon meilleur ami. C'est lourd de sens, ça veut dire que tu as appris à t'aimer. J'ai appris à m'aimer. Et à t'écouter. Ouais. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime et qui t'écoute. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. J'ai appris à m'aimer. En fait, je me suis quand même... je pense que, tu vois, ce temps-là m'a fait faire ce point-là, où j'ai arrêté de vivre dans le fait de me dire que je suis un bon à rien. Tu vois, je me suis posé en me disant, écoute, c'est pas parfait, mais franchement, c'est quand même déjà pas mal ce que j'ai fait jusque-là. J'ai fait la paix avec moi-même. Je suis revenu dans la réalité, tu vois. Et après, voilà, j'ai moins joué ma vie même dans ce métier-là parce que comme je te dis déjà l'objectif c'était de s'en sortir, c'était déjà de faire pour moi déjà vivre de ma passion, c'était déjà extraordinaire. Donc après il y a des très belles choses qui se présentent, des super projets et tout, et bon je vais y aller mais dans la joie et la bonne humeur. J'avais plus envie de souffrir. T'as refusé le film de Nakache et Toledano. Pour un acteur, c'est un graal de tourner dans un de leurs films. Bah oui. C'est le film qui a
qui a permis à Jonathan Cohen d'avoir le rôle. Ouais. Bah pour moi, c'est ça qui est fou, c'est que là, c'est comme si je me blessais avant la finale de la Ligue des Champions, des acteurs. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je les aime tellement, messieurs Natchash et Toledano, que je peux pas aller sur leur film à 20%. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc, je peux pas. Eux, ils veulent Alban Ivanov à 200%. Et je pouvais pas leur donner, donc j'ai été obligé de déclarer forfait. Mais c'est que partie remise. On t'a vu approcher avec eux un registre un peu plus sérieux. Et moi, je le dis, hein, Alban, c'est un des plus grands acteurs français. Je t'ai vu approcher ce registre et tu l'as fait avec une aisance assez folle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi maintenant ? De se dire, je vais peut-être sortir un peu de la comédie, ou là, t'as juste envie de rigoler ? Non, j'ai envie de rigoler, mais j'aime bien rigoler avec... je pense que dans les projets que je fais de la comédie, mais je mets quand même de l'émotion. En fait, j'arrive pas à faire de la comédie que gaguesque, que absurde. Tu vois, dans tous les projets que je participe, je fais des personnages drôles, mais on dit quelque chose. Que ce soit Patient, La vie scolaire, La traversée, Les folies fermières. Moi, j'aime bien... c'est sûr que l'émotion que je préfère le plus transmettre, c'est le rire. Mais j'aime bien aussi mettre des messages d'espoir, être touchant. Ça me plaît d'être... j'aime pas être... je veux pas me faire passer pour un mec qui est marrant, mais qui est naïf, en quelque sorte. T'attends pas à ton Ciao Pantin. Non, ce sera mon ciao tout court. C'est tout. Non, mais ça pourrait, encore une fois, c'est si le film... Enfin, j'ai pas de problème avec ça, moi. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que dans mes films, j'ai quand même l'impression de mettre un peu de drame aussi, même dans ma comédie. Donc finalement, tu l'as bien dit, hein, je suis comme ça, je suis le clown un peu dark. Donc c'est qu'une question de curseur. Ouais. Je peux aller à fond dans la connerie, mais je pourrais aller à fond dans le drame. Et est-ce que ça va mieux ? Ah ouais, ça va mieux. Ouais. Ah, mais je suis en moonwalk. Ouais. Oh, je suis léger. J'ai le pas léger. C'est ça que j'ai. À quel moment tu t'es aperçu ? Ton premier jour de Ça va mieux ressemblait à quoi ? Tu sais, ce qui est fou, c'est une date de spectacle, je sais plus où. J'ai cette image-là. J'ai retrouvé mon innocence, j'ai retrouvé mon enfant de 12 ans. En fait, c'est ça qui m'a abîmé aussi, c'est que je comprenais pas que je faisais tout ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé de cette vie-là, de faire des films, de jouer dans des salles immenses. Et je kiffais pas. Et donc, je fais tout mon travail psychologique. Et un jour, j'ai cette image-là, je suis derrière le rideau. Et je me parle à moi-même, je parle à l'enfant. Et je lui dis, c'est ça qu'on voulait, c'est là. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on va kiffer de dingue. On t'a aidé à le faire, ce travail ? Ouais, j'ai eu une coach mentale qui m'a beaucoup aidé, Elisabeth. Voilà, c'est pas psy, mais elle te donne des clés au quotidien pour te sentir mieux. Mais j'étais vraiment abîmé, hein, physiquement, c'était compliqué. Hein. Je faisais des crises d'angoisse. Tous les jours, je pensais que j'allais mourir d'une crise cardiaque. Pendant 6 mois, je peux te dire que c'est très long. Hein. C'est long. Hein. Pourquoi ? Quoi ? Non, mais raconte-moi, c'est un test. Mais je sais pas, je pense que... Je pensais que c'était la fin, quoi. Ouais, il n'y a plus de carburant. Et c'est ça qui est fou. Jim Carrey, il avait dit un truc comme ça, que j'avais trouvé ça bien. Il disait, c'est quand le corps, il a plus envie de jouer avec toi. Toi, tu peux faire semblant avec ta tête. On peut se mentir, on peut mentir, mais ton corps, il te dit, moi, je joue plus avec toi. Et c'est lui qui gagne. Donc, ça existe un humoriste heureux ? Je pense qu'on peut le devenir. Je pense, aujourd'hui, je me sens heureux. Enfin, je pars de tellement loin, en vrai. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je fais les choses positivement, avec le sourire. C'est vraiment nouveau, hein, pour moi. C'est nouveau de fou. Hein. Est-ce qu'on peut écrire des bonnes blagues quand on est dans un état heureux ? On peut, mais il faut rester borderline, en quelque sorte. Comment dire ça faut se moquer. Enfin, c'est pareil. Là, moi, je pourrais te faire un sketch en disant que je suis heureux et que je me demande si je vais en rester un garçon longtemps, tu vois. Je peux aller dans la connerie comme ça. Donc, il y a toujours... je les connais pas personnellement, mais quand je vois un Dave Chappelle ou un Ricky Gervais,
ou un Kevin Hart, je sens quand même des gens épanouis. Ils ont moins les problèmes que nous en France, déjà avec le succès, le fait, même s'ils ont des statuts de grandes stars, eh ben, on leur dit pas mais toi, tu peux plus parler de ça, tu connais rien. Tu vois, donc je pense que oui, on peut être heureux et drôle. Bah, sinon, c'est malheureux. Ouais. Bah, Et ton fiston? ouais. Comment il va? Ouais. Bah ouais. Comment il va? Bah écoute, il va bien. Hein, et il grandit, il est au collège, il me fait rire. Il a été présent pour toi? Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est ma fierté aussi. Je l'ai ramené partout avec moi. Je l'ai toujours ramené sur mes tournages, en tournée. Parce que forcément, que ça amène aussi de l'absence, ce métier-là. Mais pour moi, je voulais qu'il voie mon absence, en quelque sorte. Quand je suis absent, c'est parce que je fais ça. Voilà. Je voulais, tu vois, c'est comme si je mettais mon mot dans mon carnet de... Je suis pas absent parce que j'ai pas envie de te voir, parce que je voulais tellement pas qu'il ait de doute de mon amour pour lui que j'ai préféré l'amener partout. Il y a un truc intéressant aussi pour toi, et je sais pas si ça a contribué à ton coup de mou qui donne lieu à une super remontada, comme tu le dis. C'est que tu as connu une galère plus. Très peu de gens connaissent, ont connu ce que tu as connu dans le métier, je parle, pas dans la vie. La vie, elle est beaucoup plus compliquée que les gens du métier. Et à chaque fois que tu faisais des trucs, les gens ils disaient « Mais quelle chance, Alban, quelle chance !» Alors que moi, j'ai un souvenir de toi, c'était il y a 10 ans, on avait fait des trucs ensemble au Grand Journal, et il y a des fois, tu dormais dans ta caisse pour avoir un cachet pour le fiston. C'était pas de la chance, c'était du travail, tu bossais tout le temps. Moi, je vois pas de chance. Après, on vend du rêve, en quelque sorte, donc c'est toujours compliqué. T'as pas envie de dire aux jeunes, il faut en chier pour y arriver. Enfin, il y a des manières plus cool de le dire, tu vois. Mais moi, je connais ma route. Quand j'arrive au Marrakech du Rire 2015, je suis révélé au grand public, mais tu m'as vu déjà en 2008. J'ai commencé à jouer en 2002. J'ai 20 ans d'aviron avant d'arriver à quelque chose, à pouvoir dire je vis de ma passion. Mais bon, après... C'est la fameuse phrase, il m'a fallu 20 ans pour être connu du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ouais. Mais bon, je te dis, après, je sais pas... Je peux pas te dire, même quand ça galérait, j'ai toujours kiffé ce que je fais. Tu vois, et je crois que c'est ça qui est beau aussi. Tu vois, avec Mehdi Idir, Grand Corps Malade et Jean Rachid, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de télé, rien, mais on était fiers de... Non, il n'y avait rien. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Mais on était fiers de monter des spectacles, de se dire, il y a des images de ça, on fait quelque chose. Donc après, évidemment, quand tu lâches pas l'affaire, plus tu grandis, plus les salles grandissent, et évidemment tes salaires. Mais l'envie de faire quelque chose, de kiffer, elle est là. Même quand on dormait dans la voiture, on était contents. Est-ce que tu as laissé des plumes ou même perdu de l'argent dans tout ça? Oui, mais c'est pas grave. Combien ça coûte, je te rembourse. On va se refaire. Non, parce que toi, tu as un rapport particulier à l'argent. Ah ouais. Pour toi, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que... je t'ai vu d'une extrême générosité. Je connais des gens qui n'ont pas eu d'argent, qui, quand ils en ont gagné, ils n'ont rien dépensé. Et d'autres gens, dont tu fais partie, qui, quand ils en gagnent, ils donnent tout quand ils voient quelqu'un qui en a besoin. Ouais. Et je t'ai vu le faire. Mais en fait, c'est pour ça que je dirais... l'argent, en vrai, l'argent fait pas le bonheur. Mais moi, j'ai un bonheur à le donner. C'est vraiment ça. C'est que moi, je me contente de peu, si tu veux. Et d'où mon père, il m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit, à partir du moment où on peut prendre un café en terrasse, on est large. Donc tu te doutes bien que je suis extra large. Je peux rester une journée à boire des cafés en terrasse à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Donc j'ai jamais eu de passion pour le matériel. Même quand je veux dépenser, j'y arrive pas, en vrai de vrai. Pour moi, déjà, le luxe, c'est de pouvoir manger avec ses amis et pas se poser la question de qui paye. Moi, déjà, j'ai gagné, en vrai. C'est comme ça que je vois le truc. Donc aujourd'hui, l'argent que je fais, ça sert pour donner à des gens, créer des projets,
Mais moi, dans mon quotidien, je vois pas ce que je peux faire de plus, en vrai. Eh ben, on est large. On est large. On a cliqué pour vous. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana. Oula, pardon, je m'enflamme, mais on a vu Culte, la série sur la création de Love Story. Et c'est incroyable. Déjà, les acteurs excellent. Anaïd Rosam, plus vraie que nature, dans le rôle d'Alexia Laroche-Joubert. Pardon, de Stéphanie de Rochechouart. Va falloir changer l'eau de la piscine. Sami Outalbali dans le rôle d'un journaliste qui rêvait de faire des enquêtes pour Envoyé spécial plutôt que d'organiser des castings. Vas-y, va trouver des gens pendants à Nantes et à Lyon. Ou bien encore Marie Colomb dans le rôle de Loana. À propos de Loana, la série lui fait une énorme déclaration d'amour et après toute une période où une certaine presse l'a traîné dans la boue en ne parlant que de son poids, bande de bâtards, ça fait vraiment du bien. Moi, j'aime bien quand même. À toi. À ce sujet aussi, la série n'oublie pas de nous dire que quand on a des problèmes, la télé-réalité, c'est bien, mais voir un psy, ça peut changer une vie. Cariño, je te demande pas d'ouvrir tes cuisses, je te demande juste d'ouvrir ton esprit. Mais si Culte nous touche autant, c'est parce que la série parvient à cristalliser à la fois des parcours de vie auxquels on peut s'identifier, la petite histoire de la télévision, la grande histoire du monde. C'est débile ou c'est génial? Tout ça avec un délicieux goût de nostalgie qui nous rappelle immédiatement notre adolescence. Parce que le Loft est un peu notre dernier moment d'innocence quand on essayait de s'affirmer en votant Jean-Édouard ou Aziz, quelques mois avant de basculer dans l'âge adulte avec l'effondrement des tours du World Trade Center. 8 sur 10 donc. Non pardon, 9 sur 10. Parce que quand on me met Daddy DJ dans une bande originale, je flanche. Bisous. Alban, on a une petite surprise pour toi. T'es fan de foot, t'aurais aimé être footballeur. Bon. Les intempéries. Voilà, la météo et le Nutella. Le lundi 28 octobre, on connaîtra le nouveau Ballon d'Or de France Football. Qui est ton favori parmi le Brésilien Vinicius Junior, l'Anglais Jude Bellingham, l'Espagnol Rodri, le Norvégien Erling Haaland et Kylian Mbappé? Franchement, moi, je dirais Haaland. Eh bien, la coupe arrive juste pour toi, le Ballon d'Or. Je voulais te faire un kiff, en fait. Je voulais t'amener le vrai Ballon d'Or. C'est vrai? Wow. Voilà, c'est pour toi. Moi, je le remets à Alban Ivanov. Voilà, c'est comme ça. Merci. C'est le vrai de vrai. C'est le vrai? C'est le vrai de vrai. Ah ouais, c'est lourd, hein. Ouais. Ça sera le 28 octobre. Attends, je fais une photo, tu me Ouais, l'enverras. ouais, je vais te faire une photo, t'inquiète Ouais, pas. tu me fais une photo, Ouais. Pour toi, il a aucune chance, Kylian? Je sais pas, je sais pas, dans les résultats, j'ai quand même l'impression que Vinicius et Haaland ont fait des meilleures statistiques, non? Et puis bon, après, je sais pas, avec le changement de club, tout ça, est-ce que c'est le bon moment de remettre le... C'est trop tôt, je pense, pour Kylian. Ou trop tard. Ou trop tard, mais je pense trop tôt.